Bonjour à tous, bien, merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. On va commencer par Madame Lorenza de Liman Bichara Jabot. Bonjour. Bonjour. On parlera tout à l'heure d'harmonie coaching, comment réussir sa réussite personnelle. Ensuite, on devrait recevoir dans un instant Boris Karen. Boris Karen, pourquoi? Parce qu'il va lancer le Grand Prix Boris Karen, cycliste national et international. Ensuite, on va recevoir Noémie Milne, une étudiante en médecine qui est devenue chroniqueuse chez nous. Elle parlera justement du désir de retour des étudiants guadeloupéens qui vivent en France. Quelquefois, ils ont envie, ça passe, ils peuvent revenir ou pas. Il fera le point sur ça. Jean-Luc Séligny, il est vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence, sera aussi avec nous, avec Marie-Paul Crière, chargée de communication de l'association Faire Plus. Et puis, on parlera de bande dessinée, puisque c'est le festival de Caribule, et pour ça, on va recevoir Thierry Dupré, qui est auteur de Planète Taku, et la directrice du festival d'Anaïka, tous ces gens-là seront avec nous. L'actualité, c'est les débuts des travaux à Pont-Petit Acajou à Pérou. Petit Pérou, ça crée quelques petits soucis. Nous en parlerons aussi. La réaction des grévistes sur le blocage de la cantine du CHU. Michel Héraclide était sur place. On aura aussi le CHU en fin d'après-midi, normalement. On verra bien la réaction. Et puis l'expo des speakers à la librairie Jazor, on en parlera aussi. Et on va terminer avec les demi-finales de la Coupe de France, puisque, vous le savez, le football aussi joue son rôle. Solidarité scolaire et Escosier seront en finale. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News. Merci encore d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. Et on salue tous ces gens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout dans le monde. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit Madame Lorenza de Liman, Bichara Jabot, on dit tout. Oui. Et on est très content de vous recevoir. Alors, au fait, vous avez monté une boîte qui s'appelle Harmonie Coaching. Et je pose toujours la même question au coaching. Pourquoi du coaching? Pourquoi le coaching? Je pense que cela répond à un grand besoin. Donc, un besoin d'émancipation, de garder, on va dire le contrôle sur sa vie, pouvoir s'épanouir, pouvoir renforcer son estime de soi, pouvoir gagner en confiance et s'épanouir, rayonner. Oui. Et alors, j'ai le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, qu'il y a plus de femmes qui font du coaching que d'hommes, et il y a plus de femmes qui sont demanderesses de coaching que des hommes. Pourquoi? En effet, c'est vrai que j'ai pu aussi analyser qu'il y a plus de femmes qui sont demanderesses. Une chose de simple, c'est vrai que la femme s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui concerne le développement personnel, tout ce qui concerne, on va dire, le bien-être. Et les hommes sont beaucoup plus timides, mais j'avoue Ils que sont j'ai quand beaucoup plus même... timides, vous avez dit? Oui, ils sont beaucoup plus timides, mais j'en ai quelques-uns. J'ai Oui. pu accompagner quelques hommes en 10 ans de carrière, oui. Ah, quand même. Alors, le coaching, pour qui c'est, on a dit les femmes et les hommes, mais globalement, quand quelqu'un vient vous voir, qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce que vous êtes comme un psy, vous dites, bon, ça ne va pas dans le cerveau, ou bien au contraire, vous l'accompagnez? Alors, j'interviens pas comme psy du tout. C'est vrai que le coach a une éthique. Déjà, on va faire un bilan. Donc, ça s'appelle le bilan image, le premier entretien. Donc, on va s'entretenir, 45 minutes, 1 heure. On va faire le point sur ses objectifs, ce qu'il souhaite. Et je vais analyser par rapport au retour que j'aurai de ce client, on va dire le type d'accompagnement qui sera nécessaire. S'il faut vraiment compléter par des séances de coaching individuel ou aller directement sur le coaching image pour renforcer justement cet aspect, l'image de soi, la valorisation de son image pour atteindre un objectif, ça soit professionnel ou personnel. Ensuite, c'est par étapes. Donc il y a le bilan, ensuite il y a cette approche, donc il faut aussi qu'il y ait le lien. Il m'est déjà arrivé de refuser un accompagnement parce que je sens que ça ne va pas opérer, parce qu'il faut qu'il y ait un lien, il faut, voilà, si une personne vient me voir dans le but, ça m'est arrivé, ah oui, vous êtes une belle femme, je veux être comme vous, je veux vous ressembler. Là, Ça ça va pas passer. Oui. Donc là, je suis dans le regret d'inviter cette personne à aller consulter Et l'autre un autre aspect, spécialiste. si la personne a beaucoup de problèmes d'estime de soi, n'arrive pas à s'aimer, Alors, voilà, etc. si c'est plus lourd, Oui. si c'est chargé justement par rapport à un vécu, si c'est voilà, lié à des problèmes qui renvoient à l'enfance, là, effectivement, j'oriente donc sur une liste de thérapeutes qui sauraient accompagner cette personne, l'aider concrètement. Oui, et ça commence toujours par un entretien, vous avez dit, Oui, individuel un avec entretien la préalable. personne. Oui, Tout à préalable. fait. Bon, Oui, oui. alors, une fois c'est acté, comment vous agissez avec la personne au fil des séances?
Alors, au fil des séances, bon, après, si on a établi du coaching en développement personnel, on part sur un contrat. Donc, il y aura un contrat, une convention entre le client coaché et moi-même. Oui, Nous partons sur un contrat justement pour l'accompagner à ses objectifs. Donc, ça sera mesurable. La personne sera toujours maître de cet accompagnement, aura, on va dire, le contrôle sur oui, cet accompagnement et sera l'acteur principal. Donc, moi, je suis vraiment le coach qui accompagne, qui suit à côté dans le respect, la bienveillance, l'écoute active, pour permettre à cette personne de mener des réflexions pour trouver ses propres solutions. oui, En ce qui concerne le développement personnel, justement pour optimiser son potentiel, lui permettre justement de prendre conscience de l'être magnifique et belle personne qu'elle peut être et oui, qu'elle est, oui, et donc comment justement elle va pouvoir faire, mettre en place des processus, des actions concrètes pour manifester dans sa vie réelle justement ce changement. Ensuite, en principe, le contrat minimum avec l'éthique du coach, c'est 5 séances. En 5 séances, souvent, il y a des résultats. Et Et ces s'il n'y a pas de séances sont... résultat? Alors, ça peut se prolonger rarement, hein. Moi, j'ai pu accompagner rarement des personnes jusqu'à 7 séances, mais c'est vraiment parce que c'était plus lourd, plus chargé. C'était une personne qui avait déjà fait des années de thérapie vraiment poussée et Oui, qui avait des problèmes un peu plus lourds, voilà, oui, que la personne un peu qui viendra spontanément, on va dire, allégée. oui. Mais n'empêche qu'en 5 séances, il y a des résultats. Mais alors, quand vous dites le coaching d'image, c'est uniquement le paraître, vous travaillez sur le paraître, sur le look, etc. Alors, le coaching image, ça ne sera pas le relooking qu'on connaît bien. C'est une transformation Ouais. et vestimentaire, style ou suivre Superficiel. la Ouais. mode. Oui, Ça ne sera pas cela, puisqu'on voit malheureusement même des commerçants se disent relookeuse, relookie. Non, oui, non, je ne suis pas là. J'ai quand même fait mes preuves et j'ai quand même suivi un cursus qui m'a permis d'apporter justement plus, on va dire, de solutions aux clients. Donc, je permets à cette personne, dans le coaching image, de mieux se connaître. C'est-à-dire, on va faire un travail sur la connaissance de soi. Ensuite, on va approfondir sur la valorisation de son image, mais tout en passant par la personnalité. Donc, on va se découvrir, donc la découverte de soi. Ensuite, on va révéler la personne, elle va se révéler, elle oui. va affirmer sa personnalité, et là va naître son style qui soit, D'accord. on va créer ce lien, cette harmonie entre qui est cette personne. Si en face j'ai une personne romantique, vraiment classique, sensible, donc cette image doit être en adéquation. Alors tout dépendra aussi du secteur d'activité, parce que souvent nous avons des codes en entreprise, donc il y a des codes à respecter, mais on peut aussi, on va dire, trouver un consensus, c'est-à-dire ne pas s'annihiler en tant que personne dans une activité qui va nous demander des efforts sur notre tenue vestimentaire, mais être soi, et on va dire créer cette harmonie entre l'être et le paraître. Voilà. Oui, parce que quelquefois, ça arrive que je vois un petit peu l'évolution j'ai envie de dire, de la mode féminine. Bon, autrefois, les femmes en Guadeloupe avaient tendance à s'habiller de façon très longue. Et aujourd'hui, quand on voit des femmes dans les rues, elles se disent, de toute manière, les Dominicaines s'habillent comme ça, les Américaines s'habillent comme ça, donc il n'y a pas de raison, même si je suis plus volumineuse, de ne pas porter un short, de ne pas porter une robe courte, etc. etc. Est-ce que le coach, à ce moment-là, intervient et dit, mais non, ça n'ira pas avec votre corps Alors, ou avec votre... c'est vrai que dans le respect de la personne, effectivement, il y aura un accompagnement, donc on verra tous ces points. Bon, après, je ne peux pas porter de jugement. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent choquer l'unanimité. Après, on va dire, c'est de la méconnaissance. C'est des personnes qui ne se connaissent pas ou qui ne... voilà, donc qui devraient justement chercher à se découvrir et faire un travail sur soi pour vraiment se révéler comme elle devrait se révéler, cette personne. Donc, ça veut dire que le bilan image est nécessaire aussi avant de commencer le... Oui. Je n'ose pas dire le traitement, mais enfin l'accompagnement. Non, l'accompagnement. C'est l'accompagnement, tout à Oui. fait. Parce que ça me permet de savoir qui j'ai en face, comment la personne, elle prend soin de son image. Oui. Elle est à quel degré dans son estime d'elle-même, c'est-à-dire l'idée qu'elle a de son image, qu'est-ce qu'elle attend de cela. Est-ce que c'est un travail de fond ou seulement de forme qu'il faudra faire? Et voilà. Et après, c'est où va se mettre en place, on va dire, je vais articuler ce processus de changement avec cette personne. Oui. Mais tout en faisant en sorte que cette personne soit consciente de cette transformation. Oui, parce que ce que vous appelez la morphologie silhouette alors. Morphologie silhouette, c'est connaître la forme de son visage, de
de son corps, De tout son c'est-à-dire, corps, hein. voilà, Oui. son corps, savoir comment valoriser cette silhouette. Donc là, après, on va entrer dans les outils conseils en images, où connaître sa silhouette nous permet de savoir vêtir cette silhouette sans la rendre vulgaire, la mettre en valeur et respecter aussi par rapport à la notion de l'âge. On a une femme de certain âge, on va s'habiller en conséquence. Ça, Oui. c'est aussi d'avoir Ah, il l'estime faut de soi. respecter ce code. Voilà, c'est Oui. important de vivre avec son temps, son âge. Oui. Et je sais pas, mais une femme même à 50 ans, elle peut rayonner sans être tombée dans la vulgarité, Oui. vouloir ressembler à une jeunette qui est sexy. Non, ça ne Oui. veut pas dire ça, une femme de D'accord. 50 ans, Oui, forcément. donc il y a bien des codes qu'il faut respecter. Et donc, globalement, tout à l'heure, on va parler avec Boris Karen qui est arrivé entre-temps. Globalement, les femmes en Guadeloupe ont grand besoin de coaching. Un grand besoin, Après c'est 10 ans vrai. d'exercice, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, un grand besoin, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que c'est une démarche personnelle. Donc moi, en tant que coach et respectant l'éthique du métier que j'ai appris, Oui. je ne démarche pas la clientèle. C'est la clientèle qui vient à moi. Donc dans un esprit, on va dire, une dynamique de prise de conscience et de vouloir justement une aide pour l'accompagner à évoluer, à s'épanouir. Oui. Les coachs doivent être très présents sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. C'est vrai que je vois de tout J'en et vois parfois beaucoup et je ça me pose la pilule. question justement. Oui, Alors, ben, enfin, je ne veux pas porter de jugement, mais oui. enfin, quelquefois, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop. C'est Qui en font un peut-être peu pas. trop. Il y en a. C'est Entre vrai que Instagram, ça. Facebook, etc. Il y a des débordements. Moi, ce que je regrette, c'est que malheureusement, notre métier n'est pas suffisamment, on va dire, encadré pour éviter justement certaines personnes qui n'ont pas fait un travail sur soi, qui n'ont pas suivi un cursus, une formation, se permettent voilà, d'accompagner des personnes et parfois causer plus de tort que de réussite. Lorenza, je vous quitte un instant. Je me tourne vers Boris Karen qui est arrivé, parce que, Boris, merci d'être avec nous. Je disais tout à l'heure que sûrement vous êtes venu à vélo. Et donc, Boris Karen, quand un cycliste va créer un grand prix, ça veut dire que c'est la fin de la carrière? Non, déjà bonjour, bonjour à toi, merci de ton invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour madame. Non, c'est pas l'aboutissement, on va dire que c'est l'accomplissement, si je peux. Je pense que madame pourra agir par rapport à ce que je dis, mais c'est l'accomplissement en fait. Voilà, le Grand Prix Boris Karen, ce n'est pas moi personnellement qui ai décidé de le faire. Ah bon? Voilà, c'est un groupe d'amis, c'est des supporters et surtout Oui, l'encadrement de la team Kama CCD, le club, oui, qui voilà, a voulu faire une manifestation sportive oui. et vu voilà, nos objectifs et surtout moi qui est président de la team, ils ont voulu me faire un petit clin d'œil, ils m'ont demandé qu'on puisse organiser Oui. le Grand Prix Boris Karen. D'accord. Donc j'ai accepté. C'est au cours de ma carrière, donc comme je dis, hein, je n'ai pas terminé ma carrière. Ah bon, elle n'est pas terminée, non? Non, non, non. Ah bon, Non. faut rassurer les fans, hein, Exactement. J'espère déjà me rétablir du Covid, oui. parce que ça n'a pas été évident pour moi, mais pour beaucoup de Guadeloupéens. Pendant le tour, ça a été dur? Exactement. Oui. Donc déjà de bien me soigner et puis de revenir un petit peu plus conquérant pour terminer peut-être en beauté. Ça veut dire quoi ça? T'es venu en beauté, ça Bah, veut dire quoi? vous savez, je n'ai pas encore terminé ma carrière, mais Oui. je suis plus sur la fin qu'au démarrage. Oui, c'est Donc il clair. faut être réaliste. Il faut aujourd'hui 35 ans, bientôt 36. Oui, J'ai déjà beaucoup donné. oui. Et je 3 tours pense de la Guadeloupe quand même, hein? ouais, 3 tours de la Guadeloupe, Marie-Galante, Ah. Guyane, un petit peu partout. Oui. Avec fierté que j'ai porté les couleurs de la Guadeloupe. Et voilà, j'ai tout sacrifié pour le cyclisme, pour la Guadeloupe. Ouais. J'ai vraiment tout sacrifié pour la Guadeloupe et j'en suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que voilà, j'ai fait une bonne carrière pour les Guadeloupéens. J'ai donné du baume au cœur à des enfants hospitalisés, à des personnes qui ne pouvaient pas venir au bord des routes et à tous les supporters. Donc aujourd'hui, je savoure mes dernières années, mais surtout je remercie les partenaires, les sponsors, Teams Magazine qui s'est engagé en tant que Oui, parce que j'ai vu que vous êtes en couverture du Teams. exactement, voilà, qui s'est engagé vraiment c'est un magazine sportif, donc Oui. qui s'est engagé pour m'accompagner lors de cet événement. Je les remercie et je tiens vraiment à remercier tout l'ensemble des galeries de Millénis, voilà, des partenaires
phare, Monsieur Joachim Gadarcan, et tous les partenaires de la team KMACCD, tous les partenaires qui nous ont suivis pour la manifestation, la collectivité régionale qui est maillot jaune, qui Oui, est... j'ai vu l'édito de monsieur le président de région. Exact. Oui. Donc Oui. voilà, je remercie toutes ces personnes-là et surtout Monsieur Jalton qui m'accompagne depuis des années Oui. en tant que cycliste. Donc voilà, un clin d'œil à toutes ces personnes-là qui croient au projet et qui nous aident à pouvoir structurer et donner plaisir aux Guadeloupéens. Boris Karine, je suis obligé quand même de vous parler un peu de cyclisme en dehors du Grand Prix. On va conclure là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudra pas, dans les années qui viennent, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura un nouveau Boris Karine? Ben, Je veux dire qu'il y a une époque, il y a eu de grands cyclistes en Guadeloupe, et puis il y a eu un affaissement. On a eu même le sentiment à un moment que les Martiniquais étaient en train de nous doubler. Et j'ai vu le dernier tour, mais les 3 jours de Marie-Galante, c'est pratiquement encore des Latino-Américains qui font la loi ici. Quand est-ce que la Guadeloupe reprendra le vélo? moi, ma fierté aujourd'hui, c'est que voilà, après 20 ans, et puis même avant ça, j'ai donné du baume au cœur aux Guadeloupéens. C'est vrai. Voilà, j'ai donné du baume au cœur aux Guadeloupéens. J'ai permis à la Guadeloupe de remporter à 3 reprises son propre tour. Mhm. Donc, je me dis qu'on y est. Voilà, il y a des coureurs cyclistes. Aujourd'hui, à nous, en tant qu'anciens coureurs, on va dire, expérimentés et capitaines de route, comme moi, Mhm. de pouvoir aider ces jeunes-là. D'accord. Et, Qu'est-ce qui manque, Boris, Il manque- au cyclisme guadeloupéen aujourd'hui? ce qu'on fait là, c'est ce qui manque. Il manque des compétitions. International Il manque des compétitions internationales. Vous ne pouvez pas demander à des athlètes de Guadeloupe, à des jeunes de Guadeloupe, d'avoir un niveau de professionnel, Oui, alors même qu'on n'a qu'une compétition professionnelle en Guadeloupe. Voilà. C'est le Tour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, Tout à il faut pouvoir exporter nos jeunes, les envoyer. exporter courir nos jeunes, sur- mais exporter que la région, que les collectivités puissent exporter 30, 40 clubs de Guadeloupe, Oui. c'est quasiment impossible. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut nous donner les moyens à nous, organisateurs, de pouvoir se réaliser. Oui, Mettre en place des manifestations sportives oui. De haut niveau. de haut niveau, invitant des équipes extérieures. On a des entreprises privées en Guadeloupe qui peuvent justement aider les organisateurs. Donc je fais un appel à tous les autres partenaires, au monde économique Oui. en général, pour nous aider, nous, dans l'organisation des manifestations sportives. Je ne dis pas que notre manifestation sportive, Oui, tout à je fait. parle d'un aspect général. Oui. Mais il y a une remarque que je vais faire. Pourquoi il n'y a plus d'équipe de la Guadeloupe autour? Alors le Tour de la Guadeloupe, c'est purement, là, c'est purement réglementaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir d'équipe guadeloupéenne avec l'UCI, c'est ça? depuis 2005, nous sommes passés dans une classification 2.2 2.2, oui. qui interdit justement L'équipe nationale, une équipe quoi. Ouais. régionale, Ouais. une sélection régionale sur le Tour de la Guadeloupe. D'accord. Alors, revenons un petit peu à cette manifestation. Comment ça va s'organiser, ce Grand Prix Boris Karine? Alors déjà, il est déjà parti. Il est parti puisque depuis le début de semaine, nous avons commencé à communiquer sur le Grand Prix Boris Oui. Karine. Mhm. Le magasin Carrefour Mélénis et les galeries ont pu mettre en place un jeu. Donc j'invite toute la population à s'y rendre pour pouvoir justement remplir les bornes et leur permettre de gagner peut-être un des 3 vélos mis en jeu. Mais ce Grand Prix Boris Karine, voilà, il est parti. On est dans la semaine, on est dans quasiment le jour J. Demain, présentation de la manifestation à la salle Félix Proto, aux Abîmes, Tout à fait. à partir de 17h. Oui. Donc, présentation du parcours, présentation de la manifestation générale et des partenaires maillots qui seront Et mis. c'est un prix qui sera régulier, c'est-à-dire, c'est pas un coup comme ça, un coup de com', mais on ira l'année prochaine, il y aura un nouveau prix Boris. Alors justement, je profite de l'antenne et je te remercie. J'espère bien que les collectivités qui nous accompagnent aujourd'hui et surtout les partenaires privés puissent nous entendre. Moi, comme je dis, j'ai 35 ans, bientôt 36. Oui. Je suis dans l'optique de pouvoir aider cette jeunesse Oui. et comment mieux les aider que par la réalisation d'une telle compétition. Donc on fait la promotion aujourd'hui de cette manifestation-là, mais on espère vraiment qu'elle soit enregistrée
au fil du temps sur le calendrier national et que ce soit une référence en Guadeloupe. C'est presque un petit tour de la Guadeloupe, ça, hein. Je vois 4 étapes assez importantes quand même, hein. Je veux dire que un Guadeloupéen, les Guadeloupéens qui viendront. Alors, juste avant ça, une question. Il y a des cyclistes étrangers qui participeront à ce tour de la... alors, j'allais dire le tour de Ah, plus révélateur. Oui, révélateur à cette épreuve. Alors, c'est vrai que moi, je suis content que tu puisses te tromper un petit peu de nom, parce que ça donne C'est pas volontaire, le hein. cachet de la manifestation. Oui. Non, pour revenir un petit Non, peu... c'est du haut niveau quand même, hein. Voilà. Donc, oui, il y a une équipe invitée. Normalement, nous avions prévu d'inviter 5 équipes. Oui. Après réflexion et puis surtout vu la période dans laquelle nous sommes, Oui. nous sommes dans une période dans le cyclisme dite de transition. Oui. Donc à cette période-là, il n'y a pas d'équipe, on va dire, ou de coureurs qui continuent. Normalement, à partir de la mi-octobre, quasiment mi-octobre, jusqu'à mi-novembre, début décembre, c'est la période où les coureurs cyclistes en général se reposent. D'accord. Donc nous avons quand même la chance d'avoir une équipe qui va fouler le sol de la Guadeloupe cet après-midi. Oui. Normalement, nous avions 2 équipes de prévues, mais par faute de trajet, qui veut dire d'avion, Oui. l'une des équipes n'a pas pu faire la Le connexion. déplacement, oui. Voilà, c'est une équipe sud-américaine qui était prévue, l'Équateur, pour être Oui. plus précis. Et justement, voilà toute la difficulté de pouvoir inviter ce genre d'équipe sur notre manifestation. Pourquoi ? Parce que déjà, le coût du billet est Élevé, oui. c'est très élevé. Mais surtout que c'est plusieurs avions, c'est pas une ligne Oui, directe. c'est des connexions. C'est des vrai. connexions, donc c'est très compliqué. Mais tous nos partenaires sont au courant de tout ce que nous faisons pour mettre en place la manifestation. Et comme nous sommes à notre premier essai, on va dire, Oui. c'est très important pour nous de pouvoir regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, Ou en pour tirer des leçons. en tirer des leçons et que les années futures, nous puissions être rodés. On ne va pas demander au Grand Prix Boris Carène, à toute l'organisation, d'être irréprochable. On aura des imperfections, Oui. puisque nous sommes à notre première manifestation, mais c'est de se dire que oui, on accepte d'avoir des choses qui ne marcheront pas, Oui. pour pouvoir les corriger par la suite. pour la prochaine fois. Et donc, une manifestation de ce type, en général, il y a toujours un parrain, une marraine, etc. Alors, le parrain de la manifestation a été choisi à l'unanimité au niveau du C'est un club. cycliste? Non, ce n'est pas un cycliste. Oui. Ce n'est pas un cycliste. C'est une personne très connue en Guadeloupe, Oui. qui œuvre pour la jeunesse guadeloupéenne. Donc, il faut D'accord. savoir que quand même, le Grand Prix Boris Carène, c'est pour relancer la dynamique sportive, Oui. pour me permettre de pouvoir échanger avec des jeunes champions et les guider dans un futur proche pour permettre à la Guadeloupe d'avoir des champions. Donc ce personnage-là, Oui. il incarne le Grand Prix Boris Carène D'accord. en général. Ah, Et c'est lui qu'on voit là? oui, voilà, c'est c'est- Didal, je l'appelle. Ah, c'est Dali. Dali. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y aura de la musique alors dans le... Ah, mais il y a toujours de la musique. Vous avez voilà, il faut toujours de la musique pour pouvoir être bien et se sentir bien. Donc, alors, le départ le 14, c'est ça? Alors, La première étape. oui, C'est voilà. jeudi, non, c'est Départ jeudi 11 novembre. Oui. Jeudi 11 novembre à 14h. Oui. Donc, on est bien. On a choisi cette date aussi, puisque le 11 novembre, C'est un jour férié. c'est un jour férié. Donc, les gens sont disponibles. Ils sont disponibles. Et pour la beauté du spectacle, Oui. et surtout, l'étape sera patronnée par Carrefour Millénis et les galeries de Millénis. Oui. Ils ont voulu mettre en place un contre-la-montre par équipe, Oui. voilà, c'est une équipe. Oui. Les valeurs fortes du sport, c'est la cohésion, et par ce contre-la-montre par équipe-là, vraiment, ils se retrouvent dedans. Donc, les Millénis et les galeries de Millénis patronneront la première étape, premier départ à 14h. Boris, je me tourne vers Lorenza, puisque c'est une coach. Lorenza, vous avez déjà coaché des sportifs? Non, pas encore.
Non, ça m'est pas arrivé, mais par contre, je trouve très pertinent et magnifique ce projet, et Oui. très motivant. Franchement, je Merci. félicite Boris, c'est un très beau projet, et je lui souhaite beaucoup de Merci succès beaucoup. pour cela, Voilà, parce que tu vois, Boris, c'est bénéfique pour nos jeunes, ils en en ont direct, besoin, hein. ils ont besoin de leaders, ils ont Oui, besoin de, absolument. voilà, De pour... modèles, de tout modèles. à fait, de Oui. modèles, et Oui. c'est vrai que le parrain est bien choisi, parce que c'est vrai que Dali fait En beaucoup plus, pour les jeunes. Boris plus Dali. Voilà, Oui. c'est magnifique. Ben, merci Non, beaucoup. Hein, un c'est beau duo. c'est gentil de pouvoir le reconnaître. C'est pas. Oui, je sais que C'est pas simple. évident. Moi, j'étais de l'autre côté Oui. et en tant que coureur, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire. Mm. Et là, je me rends compte de la tâche. C'est vraiment. Je félicite. Oui. Oui. Je le dis à l'antenne. Je félicite tous les organisateurs d'événements sportifs, même d'événements culturels, parce que Ah non, on en sait c'est, quelque chose. voilà. C'est pas Oui. évident. c'est pas évident vrai. et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va y arriver. Donc Tout à fait. voilà. Oui. Ouais. Nous, ce qu'on espère, c'est de pouvoir. Moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir transmettre. Transmettre. C'est vrai que voilà, quand vous êtes coureur cycliste, vous ne faites pas l'unanimité. C'est comme le Oui. Paris Saint-Germain, Marseille, dans tout Tout à sport. fait. Voilà, il y a des clans. Mais aujourd'hui, j'ai un discours rassembleur parce que j'ai vraiment envie de pouvoir donner ce qu'il manque à ces coureurs, partir en formation avec eux, leur montrer un petit peu comment moi je me préparais à l'époque Oui. pour leur donner les billes. Et Oui. ces billes-là, on en a besoin, la Guadeloupe en a besoin. C'est Boris, très bien. Boris, il y aura un dernier tour de la Guadeloupe l'année prochaine. Je l'espère, Oui. je l'espère. On touche du bois d'ébène. On touche du Voilà. bois d'ébène. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi pour annoncer l'invitation. ce grand prix spécial. Et Lorenza, merci aussi. Merci, Dani. J'espère que les gens ont entendu et le téléphone va sûrement sonner. Je suis sûr. Voilà, il est 13h, la fin de cette première partie. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de ce ZCL. On va écouter Noémie Mille, une étudiante de médecine, qui fait une chronique sur les étudiants justement qui vivent en bas là, j'allais dire en France. Et dans un instant, Le nous serons téléphone ensemble. À tout à l'heure. Ça commence. Voilà, il est exactement 13h12. Nous allons recevoir beaucoup de personnes. On va commencer par les femmes. Crière, Marie-Paul Crière, bonjour. Bonjour, Vous êtes vice-présidente, non, chargée de communication de Frères de faire plus. Plus, on va en parler tout à l'heure. Oui, Danaï Kazandoulis, bonjour. Nouvelle directrice de Caribule. C'est ça. Et puis les hommes, Jean-Luc Céligny, bonjour, vice-président de la commission de développement territorial de Capexen. On va parler des Ticosés qui vont être en place. Et puis l'invité d'honneur de Caribule, bonjour Thierry Dupré, merci d'être là. Merci pour Avec l'invitation. vous, on fait un petit point tout à l'heure sur ce salon. Alors, ce festival. Alors, avant ça, on va faire un tour du côté de l'actualité, puisqu'il y a début de travaux pour le Petit Acajou à Petit Pérou. Ça crée quelques embouteillages. Le reportage de Michel Héraclide, on regarde. Ces travaux-là, il s'agit pour nous de sécuriser justement les usagers parce que nous avons en face de nous un ouvrage qui date de plus de 50 ans et qui est en très mauvais état. Alors on a bien vu que l'ouvrage il est en fer, très rouillé, corrodé même et aujourd'hui vous pouvez le constater et si les usagers passent sur le pont, ils vont constater qu'il y a un affaissement significatif de la route. Et c'est tous ces éléments-là qui nous ont poussés à mettre en fait ces ouvrages-là, ces travaux-là, dans une urgence absolue pour remplacer cet ouvrage-là. Alors l'ouvrage sera détruit complètement. Il sera remplacé par des cellules en béton. Et bien entendu, nous profitons de ces travaux-là pour passer de 2 voies à 2 fois 2 voies, d'accord? Et puis, nous allons augmenter le débit d'eau qui vont passer de 7 mètres cubes à la seconde à 7,7 mètres cubes à la seconde. Ce qui veut dire qu'on augmente en fait la capacité d'évacuation d'eau de 10%. Voilà. Alors, par contre, le seul inconvénient de cette opération-là, c'est la fermeture de la route qui sera bien entendu sur une durée de 8 jours, 1 semaine. Et d'ici dimanche soir, la route sera réouverte et au pire, lundi matin à 5 heures. Nous demandons aux usagers de cette route-là de prendre patience. C'est pour leur sécurité, d'une part, et d'autre part,
il est important pour nous de souligner que si on ne fait rien, ce sera un danger dans les mois à venir. Voilà, on continue à dérouler l'actualité et donc du point de vue de la cantine du CHU, ça commence à être plutôt très chaud en ce moment puisque les grévistes ont bloqué cette cantine et vous êtes au courant de ce problème d'obligation vaccinale et les réactions des salariés. Et donc le CHU a promis de répondre cet après-midi à ce blocage, mais pour l'heure, on regarde un peu le reportage de Michel Irakil qui était sur place. Donc on va communiquer à la directeur là. Non, c'est par rapport à. Nous savons qu'ils ont toujours organisé les autres pour qu'ils puissent la livrer. Mais hier, le directeur prend livraison à la charge, il prend manger à la charge, donc je dis là, nous avons dit, il prend continuer à prendre. Il a gagné, il suspend le monde. Il suspend le monde, il ne pas parler avec le monde qui rentre en coach champo. Donc, prends responsabilité. Vous décidez de rentrer, vous décidez de faire le champo, mais faites jusqu'au bout. Mais oui, mais mon suspend pas travail, il faut nous savent. Vous ne pouvez pas dire nous que nous suspendus et en même ballon là, nous suspendus parce que nous pas vaccinés. D'accord? Et en même ballon là, ils ont commandé monde de rentrer travail. Mais ça est logique. Nous ni famille, nous ni petit monde, nous ni crédit, tout le monde ni problème. En aucun cas non. Faut arrêter. Lundi matin, les camarades avec accord nous disent qu'on a carrément rien piqué sorti, rien piqué entré. Le directeur là même là va arriver, pas occupé de nous, ici en voiture, pas occupé de nous. Il était venu nous dire nous ça bon, faut nous faire un effort dans tel sens, il dit banco d'accord, mais pas occupé de nous. Quand il fait répression. Là il voit notamment nous te barré, il a cherché notamment il voit la barré. Donc là il voit ça, il criait les gendarmes, il dit qu'on ça vient débarrer. Il débarrer les gens, c'est pas des manifestants, pas des points échafourés. Là on regarde entre-temps, il est rentré, toujours avec huissier, il constaté, il fait constat, mais quand on a dit c'est un combat. Là, à l'époque, le président de la France s'est dit comme ça que nous en guerre, c'était en guerre. Il ne pas comprendre la guerre là ça. Mais la guerre là ça, immoral, psychologique et au niveau des exécutants des tâches que colonel là, commandant la cabayo là, est inaccessible pour eux jouer à moduler, faire ça voulez. Dès que c'est mon qui a voulu l'autre descendre, il doit c'est l'autre là ça aussi. Donc nous aussi nous dit que guerre pour guerre, nous avons un sacrifice. Qui veut dire comme vous mettez bien dit là en externe. Ou faut mettre aussi cuisine en externe. Ou dit qu'on s'en va manger, ben va manger. Il a été emmerdé, il pas jamais parlé bon nous à 10h commencer à lever chercher un moyen pour ça balade à manger et il trouvait pris. Beau matin là encore il a revenu même système qui est rentré pas occupé de nous qui a fait qui a crié gendarme ça barré. Ça pas barré camarade. Moun qui a rentré les agents du pôle logistique d'Ubud. Ben menti vous autres en infirmier moi aussi l'hôpital et yo porter manger bayo, on pas même dit rien porter manger bayo. Donc Guadeloupe est très solidaire. Yo a approuvé ça nous qu'a fait. Contrairement à ce que l'administration, la direction avait fait, la Guadeloupe a approuvé nous. Nous avons marché assez souvent les samedis à Pont Hasard. Et de plus en plus, il faut la gonfler. Donc, je suis d'accord avec ça, nous avons mené comme problème, comme service, comme action. Mais il faut savoir bien, c'est que nous avons dit nous martyrs, nous avons dit nous assassins, nous avons dit nous sans vergogne. Mais regardez plus haut, là, on suspend nos malheureux sans raison. Il n'a pas fait pour faute. On suspend le salaire. Sous prétexte que comme il suspend, il n'est pas pour rentrer, pas pour travailler encore. Vous mettez dehors, vous mettez en misère. Et dans un pays comme Guadeloupe, il y a tant de chômage. Plus de 60% de la population des jeunes qui sont au chômage. Vous pouvez mettre des adultes, 40 ans de service, 30 ans de service, 20 ans de service, à nous arrêter. Vous avez des contractuels qui rentrent, qui fait formation. Ils ont attrapé le diplôme. Vous pouvez dire, comme vous ne pouvez pas vacciner, on paye le diplôme. Là. On leur fait travailler. D'accord? C'est nous criminels? Non, nous ne pas rien. Guadeloupe a qui manger, même si nous ne pouvons pas manger directement. Ils ont manger. Même si ce n'est pas une famille qui mange, nous sommes solidaires en Guadeloupe. Nous debout. Donc, en part, penser que notamment des exogènes qui sont sortis, viennent nous leçons d'exécution. Nous sommes un peuple, nous debout. Sur cette affaire, je rappelle que nous avons mis depuis déjà 2 émissions une juriste spécialiste des questions juridiques sur le travail et notamment sur cette question de passe sanitaire et d'obligation vaccinale. Elle s'appelle Isabelle Faye. Depuis déjà 2 émissions, elle intervient régulièrement dans cette émission avec nous. Elle sera là probablement lundi ou mardi prochain pour répondre aux questions qui se posent sur ces interdictions, sur ces suspensions. Bien, on ne va pas quitter les abîmes puisqu'on va parler des causés autour de l'Agroparc. Bonjour M. Cellini. Bonjour Merci aux d'être auditeurs avec de nous. Canadis. C'est un projet qui est en cours depuis un certain nombre de temps. Alors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas reprendre un petit peu, expliquer quelle est la philosophie de l'Agroparc? Mais la philosophie de l'Agroparc, succinctement, c'est en vertu
de la compétence développement économique et tourisme de Cap Excellence que l'idée a émergé et qu'en réalité, le président Éric Jalton de Cap Excellence est toujours engagé à soutenir les filières agricoles et d'agrotransformation. Ainsi a été développé le projet AgroPark et aussi d'autres projets, mais l'objectif principal et ce qui nous anime en tout cas à Cap Excellence, c'est que nous avons considéré comme un petit peu tout le monde que la consommation et la valorisation des produits locaux est une priorité. Cela devient une priorité pour développer durablement le territoire de la Guadeloupe. Et donc il s'agissait de doter ce territoire d'un instrument innovant, performant, répondant aux aspirations des agrotransformateurs et aussi des agriculteurs et respectueux de l'environnement. C'est un petit peu ça l'idée de départ. Et il va de soi que nous avons la volonté de permettre que se développe sur le territoire de Cap Excellence. Mais je précise que ce n'est pas uniquement pour le territoire de Cap Excellence, c'est pour l'archipel guadeloupéen. Et nous voulons véritablement soutenir ces filières et permettre que les agriculteurs, les agrotransformateurs trouvent un outil qui leur permet de valoriser leur savoir-faire, mais aussi leur production agrotransformée. Et donc l'AgroPark Caraïbes Excellence se veut en réalité une réponse concrète au manque de structuration des filières. Et nous invitons, et lors de nos échanges et de nos discussions, nous souhaitons véritablement qu'en amont, que tous les acteurs puissent discuter, puissent échanger, puissent s'écouter, puissent s'entendre, et que nous puissions trouver véritablement une manière de fonctionner qui permette à cet outil de trouver sa vocation dans le tissu économique local. Et c'est le but de ces ticosés qui vont commencer, je crois, le 17 novembre Absolument. À Bimao. Ces ticosés ont commencé depuis le 3 novembre, puisque nous avons eu effectivement à la MJC des Abîmes la filière boisson. Le 5 novembre à la médiathèque Paul Mado, nous avons eu filière glace et sorbet. Nous avons identifié un certain nombre de filières. Et comme je le rappelle, nous avons là pour objectif d'entendre un petit peu les acteurs. Et ce qu'il en ressort véritablement, c'est qu'ils apprécient ces rencontres. Et nous avons pu échanger et mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques qui les concernent. Et Cap Excellence n'a pas véritablement vocation à être un acteur en amont. Nous invitons plus celles et ceux qui sont au quotidien dans ces domaines à s'écouter, à s'entendre. Et si nous pouvons par là même, quelque part, entraîner une impulsion pour que nous puissions tous nous y retrouver, c'est un petit peu ça l'objectif. Donc ces ticosés ont pour vocation, je l'ai dit tout à l'heure, à se rencontrer, à échanger, à écouter en amont, pour pouvoir entraîner une prise de conscience également sur la nécessité pour nous de mieux nous organiser afin de permettre un fonctionnement optimal de cet outil. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas pour Cap Excellence. Et la volonté véritablement de la direction, de la présidence, Éric Jalton, c'est de faire en sorte que nous puissions en amont, quelque part, nous entendre, nous comprendre. Et c'est un objectif en tout cas qui est le nôtre. Et j'étais venu à plusieurs reprises préciser sur votre plateau que la stratégie alimentaire de Cap Excellence consistait pour nous aussi quelque part à aller vers une autosuffisance alimentaire. Ce ne sera pas simple, mais c'est en tout cas le vœu pieux que nous formulons depuis tantôt. Et nous avons plusieurs d'ailleurs commissions à Cap Excellence qui œuvrent sur un certain nombre de projets. Il n'y a pas que l'AgroPark Excellence, il y a aussi le projet Cap-Vort qui est véritablement notre projet alimentaire territorial qui a été labellisé, je le rappelle, ainsi que le projet alimentaire territorial de Bimao. Nous avons également Joie Tradition avec un certain nombre de commissions, je l'ai dit, la commission économique avec ma collègue Liliane Piquion au mois de décembre, la commission culture avec Francesca Faithfull, il y a aussi le Cap-Vort qui est un support interactif de géolocalisation des points de vente en matière d'alimentation pour les produits commercialisés en circuit court sur le territoire de Cap Excellence. Ce sont autant d'outils qui permettent de se rendre compte que sous l'impulsion effectivement de notre président, que nous avons l'intention, et non pas par des mots, mais par des actions, de soutenir véritablement ces filières. Et nous invitons d'ailleurs, dans le cadre de ces ticosés, tous les acteurs de l'agrotransformation et également les agriculteurs, puisque les agrotransformateurs ont quand même émis le souhait que les agriculteurs soient partie prenante. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'on échange, parce que les agrotransformateurs, parfois, qui ne sont pas eux-mêmes agriculteurs, ont besoin également des agriculteurs pour pouvoir les alimenter en produits.
Tout à l'heure, on entendait un syndicaliste dire que le monde paye fin en Guadeloupe. Donc, après excellence, vous l'avez bien compris ça. Nous l'avons compris depuis tantôt et la crise Covid nous a confirmé qu'il fallait nécessairement renforcer notre résilience et nous n'avons pas attendu d'ailleurs la crise Covid puisque ce projet a été pensé bien en amont, ce qui prouve qu'à Cap Excellence, nous avions raison et toutes les personnes qui travaillent sur ces projets que j'aimerais saluer, l'encadrement de Cap Excellence, j'aimerais citer Madame Pommier, Gérald Pommier, directrice des grands projets, mission des grands projets, Slan Clotilde sur le projet alimentaire territorial, Odile Espenier-Bata, Myriam Gembe sur le Cap-Vort, il y a également Franck Tinval qui travaille sur un projet, je crois, Sabès, donc santé, bien-être, donc nous avons là, à Cap Excellence, la volonté, vous le voyez bien, d'accompagner ces secteurs. Et nous avons, dans le cadre effectivement de ce que dit la loi de 2014 sur la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt, qui demande de relocaliser quelque part l'agriculture et l'alimentation pour avoir une agriculture saine et durable, eh bien c'est notre objectif en tout cas à Cap Excellence. Alors je vois qu'il y a une filière boulangerie-pâtisserie, bon c'est assez classique, la filière condiment, mais il y a aussi même une filière cosmétique. Issu de l'agriculture locale, oui. Il s'agit pour nous aussi, puisqu'il ne s'agit pas de s'arrêter aux fruits et légumes. Oui. Il s'agit d'identifier un certain nombre de filières qui peuvent porter véritablement des éléments positifs, en tout cas pour celles et ceux qui évoluent dans ces secteurs-là. Et nous avons un regard attentif sur cette filière cosmétique. Et là, ce sera l'occasion, en tout cas le 26 novembre, d'échanger sur les éléments, que les acteurs puissent venir et nous faire part un petit peu de leurs attentes également, puisque toutes ces rencontres ont comme finalité de servir notre réflexion, notre stratégie. Et vous voyez bien que nous prenons le soin véritablement à Cap Excellence de nous nourrir de ces échanges et non pas considérer qu'il faille mettre un outil en place et sans tenir compte un petit peu du vécu des uns et des autres dans ces filières. Alors on ne va pas quitter le domaine de l'agriculture, puisqu'on se tourne vers Madame Crieur, le jardin partagé de Boissard. Vous êtes la chargée de communication de Faire Plus. Comment est né ce projet? Oui, alors donc Faire Plus, c'est une association qui existe dans le paysage guadeloupéen depuis 2004. Mais aux abîmes quand même, il faut le dire. Aux abîmes, oui. Et donc nous accompagnons les habitants, singulièrement les habitants de Boissard, et dans leur quotidien. Et depuis 1 an, nous avons reçu l'agrément de la CAF comme espace de vie sociale. Et donc, effectivement, nous sommes en train de mettre en place un jardin partagé, jardin créole solidaire. Oui. Et donc, l'inauguration se fera bientôt le vendredi 12 novembre, à partir de 9h à Boissard, face à la chapelle. Ça veut dire, Madame Crieur, que la mauvaise image de Boissard, vous l'avez un petit peu gommée? Mais déjà, nous avons créé cette association, justement, c'était pour pallier à cela. Parce que c'est un petit groupe de personnes qui ont grandi à Boissard, même si après ils habitaient ailleurs. Quand il y a près de 20 ans déjà, avec la presse, Boissard avait une forte mauvaise réputation. C'est clair. Depuis le décasement de Louis VI, en fait, parce qu'il y a eu une mutation de la population. Et donc, Boissard, tout ce qui se faisait autour, que ce soit à Boissard, Bainbridge, Carinage, etc., c'était Boissard. Oui. Alors donc, fort de cela, un petit groupe de jeunes qui ont grandi à Boissard, qui ont connu justement la vie de Boissard, parce qu'à Boissard, il y avait une convivialité, il y avait un respect de l'autre, c'était une grande famille en fait, parce que moi-même j'ai été élevée à Boissard et je fais partie justement des personnes qui ont décidé un jour de faire quelque chose pour rétablir donc l'image... Donc Boissard, on n'est plus Boissard. Plus Boissard, mais il y a encore... Le Boissard qu'on connaissait, je veux dire. Voilà, plus Boissard que l'on connaissait, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Oui. Il y a beaucoup de problèmes, il y a un problème aussi de pauvreté. Et donc, l'association a bien sa place au cœur de la cité et nous aidons avec nos moyens, avec l'aide de nos partenaires constitutionnels, l'État, Cap Excellence, la Ville des Abîmes, etc. Nous aidons à améliorer le quotidien des habitants. Ce jardin partagé, concrètement, comment ça s'organise? Oui, alors... C'est quoi un jardin partagé? Normalement, un jardin partagé, c'est un espace communal ou qui peut être aussi privé, que les habitants du quartier cultivent, et c'est donc géré
par les habitants du quartier et animé aussi par les habitants du quartier. Nous avons une particularité parce que nous allons aussi travailler avec des écoles, notamment l'école Fernand de Bonchamp et aussi l'école Christy Campbell. Et donc, nous avons établi... Il faut bien dire que Christy Campbell, c'est Admiralty qui a grandi oui, à Boissard. Voilà, celui qui a grandi. Vous voyez, c'est une affaire de famille, en fait. Hein. Oui, monsieur. Si je peux me permettre, j'aimerais Allez-y. juste indiquer et rajouter que Cap Excellence est partenaire de cette opération. Puisque nous tenons véritablement, eh bien, je parlais d'action tout à l'heure, à accompagner les actions de ce type, notamment le jardin partagé, mais aussi d'autres actions qui, par exemple, à Rachel Lolia, j'en avais déjà parlé, type au pays. Donc Cap Excellence, là aussi, accompagne et c'est quelque part dans nos objectifs que de considérer que l'agriculture et les jardins partagés notamment qui sont mis à destination de nos concitoyens, nous devons y prendre part d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi aussi, j'aimerais juste indiquer que nous développons une action à l'image de ce que nous avons fait l'an dernier au niveau du vélodrome de Gourde-Liane, où nous allons, dans le cadre d'une opération aux abîmes Esplanade Zorobabel, eh bien, distribuer des plantes pour pouvoir développer les jardins créoles que les individus viennent récupérer comme nous l'avons fait l'an dernier, mais cette fois-ci aux abîmes. Et donc, c'est le 20 et le 21 novembre. Les auditeurs de Canal 10, ceux qui nous entendront jusqu'au 16 novembre sur www.capexcellence.net pour s'inscrire, pour pouvoir bénéficier de ces plans. Madame, il y a une dernière question. Jardin partagé, même partagé avec qui? Alors, partagé avec les habitants du quartier, bien entendu. Il y a aussi les élèves, je vous dis, ce sera un lieu de rencontre, un lieu de transmission, un lieu d'apprentissage et un lieu où on va donc briser la solitude. Il y aura une bonne cohésion dans le cadre de la cohésion sociale. C'est un lieu de rencontre, un lieu solidaire et donc ça crée du lien. Et sans oublier que ça va concourir au maintien de la biodiversité en milieu urbain. Bien sûr. Voilà. Alors, je rappelle donc, M. Signy, que le 17 novembre, la filière fruits et légumes, ce sera à Paul Mado, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Déjà le 10 novembre, la filière glace et sorbet. Le 17 novembre, fruits et légumes à la médiathèque Paul Mado. Le 19 novembre, au centre Émile Souta, la filière boulangerie-pâtisserie. Le 24 novembre, à la MJC des Abîmes, filière condiments. Le 26 novembre, à la médiathèque Paul Mado, à Bémao, donc la filière cosmétique issue de l'agriculture locale. Et le 10 novembre, je ne l'ai pas précisé, c'est au centre Réminet Souta à Pointe-à-Pitre, ce qui me donne l'occasion également de remercier les maires de Pointe-à-Pitre, le maire de Pointe-à-Pitre, M. Harry Durimel, et le maire également de Bémao, Hélène Polifonte, pour nous permettre d'être sur leur territoire. Donc, une opération sur l'ensemble de l'espace communautaire. Et on vous remercie tous les deux. Il est 13h33. On prend la dernière pause. Tout à l'heure, on parlera peut-être un petit peu de Cap Excellence, puisque Cap Excellence soutient le Festival de la BD. On parlera avec M. Dupuis et Danaïka tout à l'heure de bande dessinée. A tout de suite, pause et on se retrouve. Voilà, bien, on va accueillir notre nouvelle rubrique, notre nouvelle chronique. Je dépose ça là avec Noémie. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle chronique en 2 mots, mais avant, on va avoir le générique et on revient vers toi. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Oh, bonjour Noémie, alors je dépose ça là, tu déposes quoi? Alors en fait c'est surtout une chronique qui va traiter de problèmes sociétaux et donc pourquoi je dépose ça là? Parce que c'est une expression qui est utilisée surtout quand on dit quelque chose de problématique ou une controverse quelconque. Du coup, voilà, je me suis dit que ça peut être une bonne idée de titre et pour aussi attirer l'attention et pour susciter aussi un peu d'humour. Alors le mardi, tu viendras déposer ça là. Alors qu'est-ce qu'on dépose aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler du problème des jeunes qui ne retournent pas au pays, puisque c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire ça, pourquoi ils ne reviennent pas au pays, et donc expliquer déjà les raisons pour lesquelles on part et pourquoi certains ne peuvent pas revenir, puisqu'il y en a qui ne veulent pas revenir, mais il y en a aussi qui veulent revenir et qui ne peuvent pas. Alors justement, pour quelles raisons quitte-t-il le pays?
Alors tout d'abord pour avoir une formation qui n'est pas disponible ici. Donc c'est le cas par exemple des études de médecine qui ne sont disponibles que pour les 3 premières années. Du coup on est obligé de partir pour faire le reste de la formation. Je sais que c'est le cas aussi pour d'autres études qui n'ont carrément pas de cursus. Pour aussi acquérir une expérience à l'international, pour découvrir une nouvelle culture, pour aussi évoluer dans un domaine qui n'est pas forcément disponible ici, comme par exemple le sport de haut niveau ou l'aérospatial. Voilà. Mais alors, pourquoi ils ne reviennent-ils pas après leurs études? Parce qu'ils parlent pour une formation, mais certains, je ne sais pas, moi, si quelqu'un fait des études de médecine, on peut revenir en Guadeloupe, on a besoin de médecins. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques. La première, déjà, c'est ceux qui ne veulent pas rentrer, peut-être parce que ça correspond à un style de vie qui ne leur convient plus. Il y a aussi ceux qui veulent rentrer, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi par rapport aux compétences qu'ils ont acquises en Hexagone et qui ne veulent pas forcément changer de secteur. Et vous avez aussi des gens qui trouvent que le salaire qu'on leur propose ici n'est pas équivalent à celui qu'ils auraient eu ailleurs. Oui, mais cela dit, alors il y a une catégorie de jeunes qui ne veulent pas revenir, mais il y en a qui veulent revenir quand même. Oui, je pense. C'est juste que en fait, je pense qu'il faut être très polyvalent quand on veut retourner au pays parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes offres d'emploi qu'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que si vous voulez vraiment rester focus sur un seul domaine, un seul secteur, ça va être beaucoup plus compliqué de rentrer qu'une personne qui est ouverte à plusieurs opportunités, qui n'a pas peur d'entreprendre aussi, de créer, puisque s'il n'y a pas assez de possibilités ici, alors pourquoi pas les créer? Mais tout ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tout le monde non plus qui a envie de faire ce sacrifice-là. Mais pourtant, j'ai quand même envie de ajuster cette question, cette remarque. Il y a beaucoup de Blancs France qui adorent revenir en Guadeloupe. Alors, on a des Guadeloupéens mais après, la vision des personnes externes, justement, aux Antilles, c'est plutôt une vision idyllique, à savoir la plage, le soleil, la belle vie. Et ces gens-là n'ont pas forcément conscience des problématiques qu'il y a lorsqu'on vit sur une île. Et c'est vrai que j'aimerais lancer aussi un message à travers cette chronique aux jeunes qui nous écoutent et qui ne reviennent pas alors qu'ils ont la possibilité de revenir. C'est que si vous ne revenez pas, alors qui va revenir? Parce qu'aux Antilles, on a une population qui est très vieillissante. Et justement, comme vous l'avez dit, si ça continue, on va se faire remplacer, clairement. Et qui va s'occuper de notre patrimoine culturel? Qui va s'occuper de nos traditions? Ce ne sont pas les gens qui ne les connaissent pas. Du coup, il faut qu'on revienne. Précisément, est-ce que dans le milieu estudiantin aujourd'hui, cette question se pose avec acuité? Alors je pense qu'avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de prise de conscience puisque beaucoup de gens qui étaient là-bas depuis des années ont pris conscience de la chance qu'on avait d'être ici, d'être sur une île, de pouvoir se réfugier dans la nature, un loisir qu'ils n'ont pas forcément lorsqu'ils vivent en ville. Du coup, je pense que les choses vont quand même évoluer et ont déjà évolué d'après ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui, depuis la crise sanitaire, ont décidé de revenir au pays, même s'ils n'ont pas de projet vraiment professionnel fixe. Alors, c'est la dernière question. Des jeunes qui te regardent, ou même des non-jeunes qui regardent et qui ont envie de revenir, est-ce qu'il y a des conseils à leur donner? Alors, les conseils, c'est de se rendre sur le compte Instagram qui s'appelle Retour au pays. Donc, c'est un compte que je trouve très intéressant puisqu'il relate des témoignages de personnes qui sont revenues au pays ou de personnes qui souhaitent revenir au pays. Donc, ça peut être bien lorsqu'on a peut-être un peu peur de voir ce que les autres ont fait et que les autres aussi ont réussi. Et de ne pas avoir peur d'entreprendre, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, entre guillemets, puisqu'il faut faire le choix entre vivre aux Antilles ou être malheureux, entre guillemets, ailleurs, dans le secteur d'activité que l'on souhaite. J'ai même envie de poser une dernière question personnelle. Toi, tu comptes revenir? Oui, bien sûr, je compte revenir. D'accord. Faut nous revenir. Voilà, merci en tout cas Noémie pour cette première chronique qu'on va retrouver le mardi en rediffusion. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour la prochaine chronique, ce sera quoi? D'accord, ce sera sur la hiérarchie du cheveu naturel aux Antilles. Je crois qu'en question de cheveux, tu dois en savoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine chronique, c'est dans quelques jours. Voilà, je dépose ça là, c'est la chronique de la jeune Noémie. Alors, on va pas quitter le domaine des jeunes, puisqu'on reçoit deux jeunes qui vont parler d'un festival de jeunes. Bonjour Danaïka.
Bonjour Danick. Bonjour Terry. Bonjour. Alors, Caribule sur le retour. Le grand retour pour le 10e anniversaire. Oui. Donc, est-ce qu'il faut expliquer où est-ce qu'on en est avec Caribule? 10 ans, ça pèse quand même. 10 ans. Ouais. Mais initialement, le festival a été fondé en 1990 par un certain journaliste qui était fan de bande dessinée. Peut-être que vous le connaissez. Apparemment, il s'appelait aussi Zandronis. Donc, bon, c'est vrai. Oui, c'est bien ça. C'est une affaire de famille. Il semblerait. D'accord. Il semblerait. Donc, effectivement, en fait, les 10 ans. Mais les 10 ans c'est de des Caribule. vrais faux 10 ans, en fait. Voilà, exactement. Oui. Vrai faux 10 ans, pour le coup. Parce que les 10 ans de Caribule C, avec la lettre C, je précise, Oui. devaient se dérouler l'an dernier. Mais la crise sanitaire oblige, on a dû reporter ce festival. Mais Caribule avec la lettre K, créé par M. Zandronis, date de 1990. Donc ça fait un petit moment déjà. Alors, on a avec nous l'invité d'honneur, puisque traditionnellement, je peux le dire, il y a toujours eu un invité d'honneur. On a eu Thuram, on a eu Okaya Dalio, on a eu Plantu, enfin, on a eu plein de gens importants. Et donc, cette année, c'est Monsieur Terry Dupré. Bonjour, Thierry Dupré. Alors, on vous connaît pas suffisamment encore en Guadeloupe, mais ça y est, c'est parti là pour de bon, puisque vous êtes l'invité d'honneur de Caribule. Vous êtes un mangaka. Oui. Un mangaka, oui. Oui. Un créateur de Kemsi, on se dit aujourd'hui, mais oui, un mangaka. Oui. Alors, vous avez créé un personnage de manga sur 4 tomes, c'est ça? Sur 4 tomes, mais c'est une série qui va continuer. Une série qui va 4 tomes sont continuer. sortis aujourd'hui, mais ça va continuer. Alors, comment on devient mangaka? Grande question, comment on devient mangaka? Moi, je peux parler seulement de moi, en fait, parce qu'il y a vraiment plusieurs profils. Oui. Mon profil est celui de pas mal de trentenaires qui sont nés en France. Moi, je suis né en Guadeloupe, Oui. mais nous avons tous grandi, baigné dans la culture du Club Dorothée. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mon âge, en fait, toute ma génération, aussi a grandi Oui. avec... Oui, voilà. c'est leur Moon, Dragon Ball Z. Voilà, pour confirmer. Ouh, jolie échappée belle. Donc, on a grandi avec ça, en fait, Oui. nous tous. Et à travers les mangas, ben, j'ai eu envie de connaître l'Asie. D'accord. C'est-à-dire que, en regardant les mangas, j'ai eu envie de connaître cette culture. J'ai eu, en fait, envie d'apprendre la langue, envie de connaître l'histoire de l'Asie dans sa globalité. Et c'est ça qui m'a marqué à travers les mangas. Donc, j'ai eu envie de faire pareil à moi, en fait. Parce que j'aimais déjà la bande dessinée avant. Je me suis ensuite intéressé au manga en grandissant, à travers le Club Dorothée. J'ai lu des mangas moi-même par la suite. Et je me suis dirigé vers ces études-là. Pour les gens qui ne savent pas, quelle est la différence fondamentale entre le manga et la BD classique? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 termes qui sont employés. Donc la bande dessinée, je vais commencer par la bande dessinée. En Europe, donc c'est la franco-belge, on dit bande dessinée. En La Asie, ligne claire, ce qu'on appelle la ligne claire. voilà, exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Aux États-Unis, on appelle ça des comics. Les comics. Voilà, les comics, pour ceux qui ne savent Marvel, pas, pour etc. Marvel, voilà. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Marvel. Oui. À mon époque, c'était vraiment les nerds, les geeks qui lisaient ça. Bon, aujourd'hui, avec Iron Man, on fait le MCU, tout le monde connaît le MCU, donc ça s'est popularisé. Il y a encore 20 ans, personne ne connaissait Iron Man. Enfin, moi, je connaissais parce que je lisais des comics, mais la majorité des gens ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît. Et donc, je vais vous donner une anecdote. On avait créé Caribule dans les années 90 et en 92, on a fait venir un spécialiste des mangas en Guadeloupe, Thierry Gostin. Il y avait 2 personnes. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Hein. C'était pas aussi. Moi, c'était pas aussi populaire. C'est-à-dire que. Le terme peut être dur, mais c'était vraiment ça. On était ostracisés. C'est-à-dire que vraiment les fans de manga à mon époque, c'était vraiment les geeks, les nerds, c'était ceux qui étaient à côté. Quoi. Et le manga aujourd'hui, pratiquement, tout le monde, est tout en le monde. concurrence avec la BD. Totalement. Ben, le manga a supplanté la BD. D'ailleurs, c'est pour ça que Caribule, c'était au départ le salon de la BD, devenu festival de la BD, du manga. Et de l'album de la jeunesse. Alors, je retourne vers la Naïka. En gros, le programme, j'ai vu défiler des choses là sur la vidéo. Alors, effectivement, on a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Notamment, demain, en fait, c'est l'ouverture officielle du festival. Et en avant-première, la diffusion du film Caribule, Tim Caribule. C'est un film d'animation qui relie un peu l'animation et le dessin,
mais qui retrace surtout le parcours de Caribule. Donc, il sera projeté en avant-première demain. Mondial. Oui, mondial, pour certains privilégiés, mais il sera aussi diffusé en clôture du festival pour le grand public. Oui. Et il y aura de la musique au festival? Bien entendu, la thématique de cette année tourne autour de la musique, donc c'est la musique en BD, oui. Mais on attend des artistes phares, hip-hop et aussi dancehall, donc notamment NDX. Et l'artiste Chris, qu'on ne présente plus, non. Parce que traditionnellement, on dit la BD, c'est de 7 à 77 ans. Mais Chris, tout ça, et NDX, c'est pas tellement les gens de cette génération-là. Il faut dire que c'est un 10e anniversaire, donc on reste petit en nombre. Donc on choisit des invités. Absolument. Alors Thierry Dupré, il est invité d'honneur. Oui. Qu'est-ce qu'il fera pendant le festival? Alors, il sera amené à rejoindre un meet-up qui aura lieu aussi vendredi dans la matinée. Oui. Ce sera une rencontre avec les professionnels du milieu. On dirait que ce sera... Certains auteurs seront invités, avec aussi des éditeurs. Et ils vont pouvoir faire l'état des lieux, de la BD, de l'album de jeunesse. Donc, ce meet-up sera... relayé sur les réseaux sociaux, oui. Mais ce sera l'opportunité en fait pour tout le monde, pour l'ensemble, de débattre de cette problématique. Alors, Thierry, juste une question quand même. En général, quand un dessinateur, un auteur vient à Caribule, il fait des ateliers pour permettre aux autres, aux jeunes, c'est prévu? Oui, c'est prévu. Mais moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la création d'univers en fait. Oui. Comment faire des recherches, se documenter, comment trouver l'inspiration, comment nourrir son œil aussi, parce que tout le monde ne sait pas forcément ça. Après, je peux amener des choses à travers le dessin aussi, mais le dessin, c'est de l'entraînement en fait. Combien de temps il faut pour créer une histoire en BD, scénario, dessin? Combien de temps? Ça dépend de la deadline. Pour faire un album. Pour faire un album, ça dépend de la deadline qu'on se fixe. Ah bon? Oui. Ça peut prendre un mois, comme ça. Oui, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, tout dépend du temps. Il y a déjà 4 tomes. Oui, il y a déjà 4 tomes. C'est la première bande dessinée afro-kémite, afro-manga. Oui. Comment on dit ça, afro-manga ou manga afro? Je dis Kemti. Enfin, avant, je disais afro-manga. Oui. Mais aujourd'hui, je dis Kemti. Kemti, pourquoi? Oui. Kemti, parce que j'ai rencontré J.O.T. Beyond, oui. Qui a trouvé ce terme, le terme Kemti. Et vu que moi, je m'inspire des mangas, oui. J'étais obligé de suivre le processus de J.O.T. parce que le processus de J.O.T. est exactement le même qu'Osamu Tezuka. Il faut savoir que celui qui a donné ses lettres de noblesse au manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, oui. C'est Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, quand il a créé le manga, il s'est inspiré des comics et des bandes dessinées dont je parlais précédemment. Sauf qu'il n'a pas appelé ses œuvres BD japonaises ou comics japonais, oui. Il les a appelés manga. Manga, c'est un terme qui existait déjà au Japon, c'était des estampes japonaises, au kusai, voilà, et lui, il a repris le terme, oui. Et lui a donné en fait une nouvelle définition. D'accord, bien. Mais dans un cas, le top départ aussi? Alors, pour le grand public, ce sera dès vendredi. On aura une exposition en fait sur l'ensemble de la manifestation. Oui. Donc, les affiches... seront sur Vonche, parce que cette année, en fait, il faut noter que... Non, cette année, justement, ça a été... On a été délocalisé, mais pour mieux peut-être recevoir tout le monde aussi. Oui. On a le festival reprendra de l'ampleur, parce que l'an dernier, nous étions absents. Oui. Donc, on attend du monde, oui. pour cette réouverture du festival. Donc, une exposition, des ateliers grand public avec différents auteurs, donc, notamment Thierry, et show musical. Et aussi le film. Voilà. 13h57, un dernier tour. On va quitter le domaine de la littérature. Cette fois-ci, on va faire l'expo des speakers à la librairie Jazer. C'est Stan Manicock qui s'est rendu sur place. On regarde. Ma passion, moi, est née en 97, moi je suis né en 89. Elle est née après la sortie du film Space Jam de Michael Jordan avec les Looney Tunes. En fait, j'ai vraiment basculé du football
au basketball. Et du coup, c'est comme ça qu'est née ma passion de base pour le sport, pour le basketball, pour les paires que les joueurs portaient. Et du coup, après, j'ai commencé à collectionner quand j'ai commencé à travailler. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Le basketball est le départ pour moi de la culture sneakers, parce que justement, plein de modèles qui ont été créés à l'époque pour le basketball sont devenus des références en lifestyle, donc pour tous les jours. Et du coup, c'est vraiment ce sport qui a forgé aussi, moi, ma passion pour les sneakers, à commencer par Michael Jordan, des joueurs comme Kobe Bryant, des joueurs comme Allen Iverson, qui ont toujours porté des paires que j'affectionnais et que j'affectionne encore aujourd'hui. Depuis, je collectionne les paires, mais vraiment par rapport à leur histoire. Pas uniquement pour leur style, leur couleur, etc., mais l'histoire de chaque modèle. C'est une passion, donc c'est pourquoi je me permets d'investir dedans. Mais tous les modèles que j'achète n'ont pas forcément une très grosse valeur. Certes, la valeur augmente après leur sortie parce que justement il y a souvent des pénuries et ensuite le prix augmente parce que les revendeurs les vendent à des prix astronomiques, mais de base les modèles ont un prix, je dirais, plutôt abordable. Une des paires les plus compliquées à acquérir a été la Nike Air Raid. C'est un modèle de 1992 qui est sorti dans l'imprimé Urban Jungle / Peace. Et donc c'est un modèle qui a été promu par le réalisateur Spike Lee, qui est une de mes références. Et il a fait une pub qui s'appelle Live Together, Play Together, donc on vit ensemble, on joue ensemble, pour lutter contre le racisme. Et du coup, il a créé un terrain de basket à Brooklyn avec ces imprimés-là, qui rappellent un peu des imprimés afro, je dirais, entre 5 et 10 ans quand même. Parce que vu que c'est un modèle qui est rare, qui est très peu sorti, je l'ai trouvé à plusieurs reprises, mais pas en 41, qui est ma pointure. Et du coup, même celle-ci, c'est un 40,5, c'est pas un 41. Et j'ai un peu forcé. J'ai co-créé une paire de Air Max 1 l'année dernière avec le département de personnalisation de Nike qui s'appelle Nike by You. Du coup, c'est la Air Max 1 Culture et Diversité qui est inspirée du tissu madras qui est juste là. Donc voilà, ça reprend les couleurs rouge, jaune, vert du tissu madras qui est exposé juste ici, que tu peux montrer également. Je trouve que justement ce tissu de chez nous est vraiment à l'image des notions de culture et diversité, d'où le nom de la paire. Donc ça a été vraiment pour moi une très grande fierté de pouvoir faire ce modèle inspiré d'une partie du patrimoine afro-caribéen et précisément guadeloupéen. Et en plus, c'est une paire qui a été très bien reçue en France, dans l'Hexagone, mais également aux Antilles. Clairement, aujourd'hui, la culture sneaker se retrouve à tous les niveaux de la société, et notamment dans le luxe, notamment à l'Élysée ou à la Maison-Blanche. Mais du coup, il faut toujours rappeler que cette culture vient de la rue, vient de la danse, vient du basketball, vient du hip-hop, etc. Donc clairement, on voit que cette culture, justement, s'est développée, c'est même élevé, et c'est très bien. Mais il faut toujours rappeler que l'origine est la rue. Voilà, mais si vous voulez des sneakers découvrir, vous pouvez. Herbie, il est 14h exactement, on a terminé aujourd'hui pour le ZCL. Je rappelle que nous avons reçu en début du ZCL Boris Karen, qui organise à partir du 11 novembre le premier Grand Prix Boris Karen. Boris Karen, vous le savez, c'est le triple champion qui a gagné 3 fois le Tour de la Guadeloupe. Ensuite, nous avons reçu Lorenza de Liman, Bichara Jabou, qui est une coach professionnel qui donne des conseils sur l'estime de soi, sur la vie aussi, sur l'habillement, sur le look, etc. C'est une formatrice et elle est consultante et experte en image et développement personnel. Noémie Milne, étudiante en médecine, nous a fait un petit topo, un focus sur les étudiants de Guadeloupe qui veulent ou ne veulent pas revenir au pays. On a reçu Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission développement territorial de Cap Excellence, et Madame Marie-Paul Crière qui a parlé des jardins, du jardin partagé. Et lui, Jean-Luc Céligny, nous a parlé de l'agro-parc. Et puis on a terminé avec la BD. Peut-être un dernier mot, Oui. Terry, oui. J'aimerais parler de la plaque Taco. Oui, Taco. Donc, ils sont en vente pendant le festival. Oui, en vente pendant le festival. On a trouvé des exemplaires pendant le festival. Voilà, il y a 4 tomes. Tome 2. Voilà. 2, 3e tome. 4e. Et il y a un 5e en préparation. En préparation. Ça ira jusqu'à combien? Jusqu'à 14. Jusqu'à 14? Pas comme 13. 13 arrive au moins jusqu'à 42. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Demain, donc, premier rendez-vous de Caribule. Alors, je voulais juste ajouter une dernière chose. Oui. L'ensemble du programme est disponible sur les réseaux sociaux. Oui. Donc Caribule. Sur l'Instagram, sur Instagram, Facebook et site internet www.caribule-bd.com. Voilà, tout est dit. 14h02, c'est Kevin qui était à la réalisation avec Sandy en support. Et on se retrouve demain. Non, on ne se retrouve pas demain. Demain, mercredi, ouverture de Caribule, ils ne seront pas là. Allez, ciao, bye bye. Bon appétit, vous n'avez pas encore déjeuné.